Alors pour aller vers notre preuve de complétude, une dernière étape préliminaire, je vais vous définir encore un raffinement, encore une restriction de ce calcul des séquents pour la logique du premier ordre. Et introduire donc ce que nous appellerons le calcul monolatère par recherche de preuves. Donc l'idée c'est que dans le calcul précédent, donc on a divisé par 2 le nombre de règles en passant au calcul monolatère, mais il y a encore un certain nombre de choix quand on essaye de construire comme ça en partant du séquent conclusion qu'on veut établir et qu'on essaye d'appliquer des règles pour construire une preuve. Il y a un certain nombre de choix qui sont possibles dans le calcul précédent et dont on voudrait se passer. Un de ces choix étant l'utilisation de la règle de contraction. Et pour ce choix-là, on a vu que on peut tout simplement, on a dit en tout cas qu'on peut s'en passer, sauf dans le cas de l'existentiel. Donc ce que je vais faire ici, c'est introduire un calcul très contraint qui force presque tous les choix. Et c'est sur ce calcul-là qu'on va montrer la complétude. Alors ce calcul, il reste monolatère, mais donc, on va avoir un tas de formules, un ensemble de formules à droite du signe thèse comme avant. Mais cet ensemble, je vais le découper en 3 zones. Et la zone de droite, d'ailleurs, ne sera pas un ensemble, mais une liste. Donc, dans la zone du centre de mes séquents de recherche de preuves, je vais avoir un ensemble de formules gamma comme auparavant. Un ensemble de formules. Ça, ce gamma-là, il va jouer le même rôle que l'ensemble de formules gamma dans le calcul monolatère. À droite, ici, à droite de gamma, dans la zone la plus à droite, je vais avoir toujours un ensemble de littéraux. Et à gauche, une liste de formules existentielles. D'accord ? Donc, voilà, une liste de formules qui sont toutes de la forme il existe x, phi, pour un certain phi. Je vais vous donner les règles et on va comprendre au fur et à mesure à quoi nous servent ces différentes zones. Donc on va commencer par poser les règles qui concernent gamma, puisque c'est essentiellement les règles qu'on a déjà vues pour le calcul monolatère. Donc dans l'ensemble gamma, on peut avoir des formules qui comportent n'importe quel connecteur logique. Donc, en particulier, on peut trouver dans gamma une formule qui soit une conjonction. Et dans ce cas-là, on la traite exactement comme dans le calcul monolatère, en recopiant les L et les grands phi qu'on a à côté. Pour prouver une conjonction, on prouve les deux côtés de la conjonction. De la même façon, si dans la zone du milieu, on trouve une disjonction, on applique essentiellement la règle du calcul monolatère en laissant inchangées les zones de gauche et de droite. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme connecteur logique ici ? Le quantificateur universel, par exemple. Et là, encore une fois, je vais appliquer la même règle que dans le calcul monolatère. Je vais l'écrire un tout petit peu différemment pour éviter des confusions dans la suite. Donc, au lieu d'introduire x sous le nom x, donc en mettant directement phi dans la prémisse et en demandant que la variable x n'apparaisse pas librement dans L gamma et grand phi, je vais explicitement permettre le renommage. Avant, on permettait implicitement le renommage. Ici, je le fais explicitement, c'est-à-dire si j'ai une quantification universelle, je l'introduis en me permettant de renommer la variable qui était universellement liée en n'importe quelle variable y qui n'apparaît pas
dans les variables libres de L, gamma et grand phi. Donc on va l'écrire en français, ce sera mieux. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir un littéral dans gamma. Et là, si on a un littéral, ben on ne fait rien. On l'enregistre simplement en le déplaçant dans grand phi. On verra plus tard à quoi ça nous sert. Donc, tout simplement, on supprime A de gamma dans la prémisse et on l'ajoute à grand phi. En fait, je peux vous le dire tout de suite, ça sert à ce que, au bout d'un moment, gamma se vide. Si on n'applique que ces règles, vous voyez bien que à chaque fois on diminue de 1 le nombre de connecteurs logiques présents dans gamma, donc il va avoir tendance à se vider gamma. Et pour réussir effectivement à le vider, il ne nous reste plus qu'une chose à faire maintenant, c'est de dire ce qu'on fait quand on trouve un connecteur existentiel en haut d'une formule de gamma. Et je vous le montre tout de suite, c'est très simple. On va déplacer cette formule dans la zone de gauche qui sert au connecteur existentiel. Alors, cette zone de gauche, c'est une liste, donc c'est important de dire où je le mets dans la liste. Je pourrais décider de le mettre au milieu, à droite, bon, je décide de le mettre à gauche. On en reparlera dans un instant. Voilà. Donc, donc à gauche, là, j'ai une liste de connecteurs existentiels. Et je demande que c'est une liste pour pouvoir l'utiliser comme une file d'attente, en fait. Quand je découvre un nouveau connecteur existentiel, je le mets au début de la file d'attente, et je ne vais le traiter que quand il arrive à la fin de la file d'attente. C'est comme à la poste. Donc ça, je vais l'écrire formellement avec ma règle pour le connecteur existentiel. Quand gamma se vide, ce qui finit toujours par arriver, je mets un point ici pour dénoter un ensemble vide. Quand gamma se vide, je peux décider d'aller travailler sur mes formules existentielles. Et dans ce cas-là, je prends celle qui est à la fin de la file d'attente, qui a fini d'attendre. Et là, alors là, ce que je fais, c'est je fais une contraction, car on sait que c'est nécessaire, on l'a vu. Je remets la formule, je remets une copie de la formule existentielle en attente au début de la file d'attente. Et la copie de l'existentielle que j'ai instanciée, c'est plus une formule existentielle a priori, donc je vais la mettre dans la zone du milieu. Donc une première copie de l'existentielle refait la queue. L'autre copie, sur l'autre copie, je fais une introduction du quantificateur existentiel. Donc je remplace x par un certain terme de mon choix, et puis phi ne bouge pas. Voilà, donc ça c'est la discipline de file d'attente. Voilà, ça c'est ce qui explique ce procédé de file d'attente, et qui combine d'un point de vue logique la contraction sur l'existentiel et la règle existentielle. Alors là, il me reste une chose à faire, si je veux avoir un espoir de finir une quelconque preuve dans ce système, c'est de permettre l'axiome. Et l'axiome, en fait, je vais le restreindre aux littéraux. À tout moment, si je trouve dans grand phi un littéral et sa négation, je peux conclure par la règle axiome. Donc ça, c'est mon calcul monolatère par recherche de preuves. Et de façon immédiate, vous devriez être convaincu qu'il est correct. En effet, si je remplace les points-virgules par des virgules, toute règle de ce calcul peut être simulée par 0, 1 ou 2 règles du calcul monolatère précédent, qui était lui-même correct. Celle-ci, si je remplace les points-virgules par des virgules, c'est une instance de la règle de la conjonction précédente. Celle-ci et celle-ci, elles sont simulées par aucune règle, puisque si je remplace les points-virgules en virgules,
ces règles ne font rien, elles ne font que déplacer les choses de part et d'autre du point-virgule ici. Et celle-ci, on l'a dit, s'obtient, est simulée par une application de la contraction suivie d'une application de l'introduction du quantificateur existentiel. Donc ce calcul est correct. Et en fait, cette observation, elle dit quelque chose de plus fort. Elle dit que si ce calcul est complet, alors le calcul monolatère précédent est complet, puisque tout ce que je dérive ici, je peux le dériver dans le calcul monolatère précédent. Et donc j'aurai aussi que le calcul des séquents bilatères du début de cette semaine est lui-même complet. Voilà, donc il nous reste simplement maintenant à montrer la complétude de ce calcul.